Merci de rester sur la 98.5 Sud FM, Sen Radio pour vous informer. Il est 22h, l'heure du journal. Voici les titres. Actualisation de l'état civil pour une sécurisation des données. Plusieurs structures nationales dotées de matériel informatique pour rendre plus accessibles les pièces d'état civil, carte nationale d'identité et autres. Cet appui de l'Union européenne à hauteur de 18 milliards de francs CFA vise la mise sur pied d'une entité biométrique unique. Éducation, manque colossal d'enseignants dans les régions de Dakar et de Thiès, une situation anormale pour laquelle il faut des réponses dardard, mais surtout un management équitable et rationnel du personnel. L'inspectrice d'académie de Dakar, Hadijatou Diallo, a écouté dans ce journal. Au moment où les 3 académies de Dakar évaluent la revue régionale du paquet EF, malgré des difficultés en 2020, des prouesses sont notées. Fête de l'Aïd el-Fitr, sur un besoin de 10 millions de poulets, seuls 9 millions sont disponibles. Un manque de 10% qui a entraîné la hausse du prix du poulet sur le marché. Le ministre de l'Élevage, en visite à la Sédiment, entame des approches pour relancer le secteur avicole. L'actualité hors de nos frontières va compléter cette édition mise en onde par Pape Laïdié. Bienvenue à toutes et à tous. Sud Nuit. Josette Kali. Qui vous dit bonsoir. Le cadre unitaire de l'islam au Sénégal s'est réuni avec le comité de pilotage transitoire de la CONACOC cet après-midi avec l'accompagnement des services du ministre de l'Intérieur Antoine Félix Abdoulaye Diome pour préparer l'observation du croissant lunaire en vue de la fin du Ramadan, dans le même esprit de concorde et de réconciliation qui prévaut depuis le 6 avril. Les membres du COPIL transitoire se sont accordés sur les modalités d'observation et de déclaration ainsi que sur les termes d'une charte devant régir le fonctionnement du dit comité. Ils poursuivront après la Korité et dans la même dynamique le travail de réorganisation et de réconciliation autour de la CONACOC. Légère insuffisance du poulet sur le marché à quelques jours de la Korité. Sur un besoin de 10 millions de poulets, 9 millions ont pu être produits par les aviculteurs. Un déficit de 10% qui a entraîné une hausse du prix du poulet. En visite à l'abattoir de la Sédiment ce lundi, le ministre de l'Élevage et des Productions animales, en compagnie du ministre du Commerce, est revenu sur les démarches actuellement en cours pour la relance du secteur avicole. de Nizia Sambou. À quelques heures de la Korité, le besoin de 10 millions de poulets pas encore atteint. C'est ce qu'a fait savoir le ministre de l'Élevage, Ali Saleh Diop, en visite à la Sédima. Nous sommes à 3 jours de la Korité. Ce que nous avons vu nous réconforte au regard du contexte qu'il y a. Les estimations qui nous sont fournies donnent en tout cas une évaluation de la demande de l'ordre de 10 millions de poulets par mois. En les croisant avec le volume de poulets qui a été mis en tout cas au niveau des fermes, il y a à peu près 45 jours, on se retrouverait très certainement autour d'un déficit de 10%. Autrement dit, on a quand même une couverture qui ne devrait pas être loin de 90% de la demande. Un besoin extrêmement important de poulet en cette veille de Korité qui a entraîné une hausse des prix sur le marché, a soutenu Aminata Assome Diatta, ministre du Commerce. Il est noté certes une certaine hausse des prix sur le marché, ce qui indique qu'il y a un léger déficit de la disponibilité du poulet. Mais nous pensons que ce déficit sera très rapidement résorbé avec l'abattage des poulets dans les autres entreprises, mais aussi à travers en tout cas les acteurs de l'IPAS et des autres organisations. La filière avicole, un secteur qui a traversé beaucoup de difficultés avec la Covid-19, le ministre de l'Élevage est revenu sur les démarches en cours pour la relance de la filière. Nous avons travaillé sur cette question pendant 4 mois de manière inclusive avec tous les acteurs, qu'ils soient grands ou petits, de Dakar, de l'intérieur du pays. Et ce plan a été validé le 28 du mois dernier, nous permettant d'avoir un cadre à partir duquel on va relancer cette
filière. Un plan de relance très attendu par les acteurs. Anta Babacar Ngom, directrice générale de la SEDIMA. Parce que nous avons vécu à cause de la Covid des périodes très difficiles, perdu des emplois. Beaucoup de producteurs ont arrêté la production de poulet de chair et même d'œufs de table. Donc cette filière avicole qui est beaucoup plein de manque de support et manque de soutien compte énormément sur ce plan de relance de la filière avicole porté par le ministre de l'Élevage pour quand même nous permettre de travailler davantage et de reprendre nos activités au quotidien. Une visite des ministres de l'Élevage et du Commerce pour constater de visu les efforts de la SEDIMA en matière de production avicole. Rufisque, Denisia Sambou pour Sud FM. Denisia Sambou, comment célébrer l'Aïd el-Fitr dans ce contexte de pandémie et de conjoncture économique difficile, sans faste ni dette, préconisent plusieurs chefs de ménage dans ce reportage de Odile Minkela. Elle n'est pas la seule à vouloir fêter la Korité. Beaucoup de Sénégalais préparent activement l'Aïd el-Fitr. Bien sûr, cette année on va faire la fête, puisque l'année dernière, avec l'état d'urgence, c'était pas possible. Comme tout père de famille, on est obligé, parce que là, il y a des dépenses à faire. Actuellement, avec la crise, tout le monde est fatigué avec les dépenses. On se décarcasse, quoi. Mais on ne se plaint pas. Avec les moyens du bord, nous donnons des frais. Économiquement, ça sera difficile, hein? Oui, mais ça va. On va essayer de faire. Il y a la conjoncture, mais il faut faire la fête. Donc, à chacun ses priorités. C'est que la fête soit belle. Il faut préparer à manger dans une ambiance de fête, quoi. La nourriture d'abord. Le reste, maintenant, c'est pour les enfants. C'est les vêtements. La nourriture, ça vient après, parce que la nourriture, comme c'est la fête de Korité, il n'y a pas de moutons à acheter. C'est des poulets, des trucs comme ça. Babacar Touré va plus loin. Il invite les Sénégalais à fêter la Korité avec les moyens du bord. La fête, c'est quelque chose qui est divine, quoi. Il faut le prendre d'une manière spirituelle. Les dépenses exorbitantes et tout là, pour moi, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine s'endetter tout seul avec cette crise-là, avec la Covid et tout ça. Donc, il faut minimiser les dépenses. La fête de Korité 2021 sera différente de celle de 2020, car l'Aïd el-Fitr était célébré alors que l'état d'urgence était en vigueur. Mais le seul hic, c'est que la conjoncture est toujours là. Le magasin Auchan de Keur Massar a repris ses activités à quelques jours de la fête, une aubaine pour les clients qui se rappellent des événements douloureux de mars dernier qui avaient occasionné des dégâts énormes et la fermeture du magasin Auchan. Le constat avec Bira Mandiaye. Le magasin Auchan de Keur Massar renaît des cendres des douloureux événements de mars dernier. Une reprise de ses activités qui est accueillie à bras ouverts par les clients à quelques jours de la célébration de la fête de Korité. La reprise, ça se passe bien, surtout ça coïncide avec le mois de Carême. Nous avons une très grande satisfaction parce que c'était un moyen très sûr, rapide et ça nous donnait un peu de notre temps. Donc nous sommes très contents. Mais c'est avec un grand plaisir. Mais c'est les Sénégalais qui ont fait. Ils ont détruit. C'est les Sénégalais qui reviennent acheter encore. Et je pense qu'il n'y a pas de sens, même si c'est une entreprise française. C'est les Sénégalais qui travaillent là-bas. Donc je pense qu'il n'y avait pas de sens. Vu que vraiment c'était un règlement de compte ou quoi. Mais vraiment on est désolé. Mais Auchan est toujours le bienvenu au Sénégal. C'est les produits finis qui viennent de la France. Et aussi ils aident nos agriculteurs aussi. Je pense que c'est une bonne chose. Vive Auchan et puis bienvenue encore. Ces derniers regrettent les actes de vandalisme et espèrent que cela ne puisse se reproduire. Les casses font mal souvent. Ça m'a fait mal. Il y a des images qui traversent toujours dans mon esprit dont je n'oublierai jamais. Quand je vois un électricien de profession, comme s'il allait au travail avec son sac et ses outils, démonter les climatiseurs, vraiment ça m'a fait mal. Nous espérons que vraiment ça ne se reproduise plus. Pour rappel, le magasin Auchan de Keur Massar a été mis à sac par les manifestants dans l'affaire dite Ousmane Sonko Adji Sarr. Non seulement des dégâts matériels avaient été constatés, mais également la perte en vie humaine d'un jeune manifestant à l'intérieur de ce magasin. Sud FM, l'info, c'est ici.
Remise de matériel roulant et informatique aux structures nationales DEC, DAC et DAGE. Une réception de 8 véhicules 4x4 et de matériel informatique qui entre dans le cadre de la modernisation de l'état civil. L'objectif est d'avoir une entité biométrique unique pour la sécurisation des données, l'obtention rapide des pièces d'état civil, passeport et carte nationale d'identité. Ce projet est financé par l'Union européenne pour l'Afrique à hauteur de 18 milliards de francs CFA. Écoutons Omar Gueye, ministre des collectivités territoriales, au micro de Aïssatou Gueiba. Le Sénégal est organisé au niveau territorial avec 552 communes qui sont toutes des centres principaux d'état civil. Et nous sommes dans une phase de modernisation, de digitalisation, de numérisation de cet état civil. Nous ne cessons jamais de le rappeler. Notre objectif final, c'est d'avoir une identité biométrique unique. Cela va concourir dans la sécurisation de nos données d'état civil. Cela va concourir également dans la rapidité d'obtention des pièces d'état civil. Et in fine, cela va concourir également à la rapidité dans l'obtention des autres papiers nécessaires tels que les passeports, tels que les cartes nationales d'identité. Mais tout cela géré à partir d'un dispositif commun. Son Excellence M. Macky Sall, président de la République, a pris toutes les dispositions nécessaires pour qu'il en soit ainsi. Je pense au data center qui est à Diamniadio et qui va nous servir de lieu, de réceptacle pour abriter toutes nos données de manière sécurisée. Maintenant, les missions de terrain pourront se faire que si nous avons le minimum nécessaire. Eh bien, Excellence Madame l'Ambassadeur, les clés que vous venez de me remettre pour le compte du gouvernement du Sénégal pour cet important projet, eh bien, ces voitures-là vont permettre aux différentes missions de partir tout de suite sur le terrain et de faire ce travail ô combien important et attendu par les populations. La cérémonie s'est tenue dans les locaux du ministère des collectivités territoriales en présence des représentants des ministères de la Justice, des Affaires étrangères, de l'Intérieur et de l'ambassadrice de l'Union européenne, Irène Mingasson. Éducation, revue régionale du paquet EF, les 3 académies de Dakar ont partagé ce lundi avec l'ensemble des acteurs l'état d'avancement du programme, un bilan compilé des activités de l'année 2020. Des performances ont été enregistrées, mais aussi des difficultés et préoccupations. Cette rencontre a été aussi une occasion de dégager des perspectives. Babacar Samb. Il s'est agi de partager avec l'ensemble des acteurs le bilan compilé des activités réalisées par les 3 académies de la région de Dakar en 2020. Présenter les indicateurs de performance avec des taux bruts de scolarisation, d'achèvement et de réussite aux examens qui dépassent les moyennes nationales. Des performances qui cachent cependant des faiblesses et des préoccupations. Manque d'infrastructures, surtout aux normes, les abris provisoires qui sont toujours d'actualité dans certaines IEF, notamment de Sangalkam. Le sanitaire qui fait également défaut dans beaucoup d'établissements scolaires, les réserves foncières sont insuffisantes, des constructions inadaptées pour les élèves en situation de handicap, déficit d'enseignants dans l'élémentaire, le moyen secondaire et même au niveau de la formation professionnelle, seulement 35 577 enseignants pour prendre en charge un effectif pléthorique de 870 540 élèves, soit près d'un quart de l'effectif national. À noter également l'insuffisance ou l'inexistence de manuels et de matériel didactique, un environnement physique souvent peu favorable à des enseignements-apprentissages de qualité, manque de formation de certains enseignants, insuffisance de budget de fonctionnement, autant de difficultés qui plombent l'amélioration de la qualité et affectent également l'accès équitable à l'éducation. À cela s'ajoute la Covid-19 qui a fortement impacté la gouvernance. Les réunions de coordination se tiennent de façon irrégulière à cause de la pandémie. Mais il faut relever d'autres facteurs, notamment la faible implication de la communauté et des conseils de gestion d'établissements qui ne fonctionnent pas correctement. Le décret qui a mis en place les conseils de gestion est d'ailleurs en processus de révision. Précision qu'à l'occasion de cette revue régionale, les 3 académies de Dakar ont aussi présenté leur plan de travail annuel de l'année 2021 pour un budget cumulé arrêté à 1 161 115 419 de francs CFA. Éducation toujours, les régions de Dakar et de Thiès font face à un déficit énorme d'enseignants. Il faut une gestion rationnelle du personnel, plaide l'inspectrice d'académie de Dakar, Hadijatou Diallo, au micro de Babacar Samb. Donc Dakar et Thiès, ça fait des années, nous n'avons pas de sortants, ni de la FACEF, ni du CRFPE. Et ça pose un problème. Parce que nous recevons des enseignants qui viennent
des régions et qui sont souvent malades ou bien qui ont fait beaucoup d'années dans les régions et qui viennent ici un peu fatigués et malades surtout. Ce qui fait que nous avons des déficits et c'est ça qui est un peu paradoxal. Nous avons des déficits énormes au niveau de l'élémentaire, au niveau du moyen secondaire. Par exemple, on ne peut pas sortir des enseignants de l'élémentaire pour en faire des surveillants parce que sinon on ferme des classes. Ça aussi, c'est peut-être, ce n'est pas visible comme ça, mais nous avons d'énormes difficultés dans le cadre de la gestion des ressources humaines. Et nous l'avons vu, le rapport l'a dit, qu'au niveau de la région de Dakar quand même, nous avons une très bonne utilisation rationnelle donc, des ressources humaines. Donc ça aussi, ça a été un plaidoyer. Dans le cadre des compétences transférées aussi, nous avons vu que les collectivités territoriales ont beaucoup fait pour les écoles. Lors de l'année dernière, de la gestion de la pandémie, parce que lorsqu'on a ouvert les établissements en plein milieu de la pandémie, nous avons vu tout l'apport que les collectivités territoriales ont eu à faire. Mais nous gagnerions à ce que cela soit rendu plus visible, que l'on sache au niveau des communes, au niveau des territoires, qu'est-ce qui est injecté dans l'éducation, puisque c'est une compétence transférée, que nous ayons l'information. À l'issue de cette rencontre, le rapport servira d'intrant pour la revue nationale prévue dans les prochaines semaines. Le mot d'ordre de grève du syndicat des médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes du Sénégal paralyse le système de santé à Sédhiou. Face à la presse, les médecins ont dressé un sévère réquisitoire contre la tutelle, accusée de faire dans le dilatoire et le pourrisme. Le SAMES alerte sur la mauvaise gestion au niveau central. Pire, selon eux, que des pathologies courantes enregistrées dans les hôpitaux. Reportage Moussa Dramé. La zone Sédhiou du SAMES observe scrupuleusement cette grève totale le lundi et le mardi. Le syndicat autonome des médecins du Sénégal, SAMES, déterre la hache de guerre et cette fois-ci c'est pour asséner ses 4 vérités à la tutelle. Dr Diabel Dramé, le médecin-chef du district sanitaire de Sédhiou, secrétaire général de la zone Sédhiou du SAMES et membre du bureau exécutif national. Cet incident malheureux ramène la question du déficit en ressources humaines dans les différentes structures sanitaires du pays, mais aussi le manque de matériel adéquat pour la prise en charge optimale de notre chère population. Cependant, la tutelle a toujours fait la sourde oreille. Rappelons le drame survenu à l'hôpital de Linguère. Le SAMES engage la responsabilité du ministre de la Santé et de l'Action sociale. Le ministre s'acharne contre ses valeureux techniciens alors que la responsabilité sur cette affaire est partagée. Face à la presse ce lundi, les médecins dénoncent une mauvaise gestion des ressources humaines au niveau central. Dans tous les districts et aussi au niveau de l'EPS 1 de Sédhiou, on note un manque notoire de personnel qualifié. Et ceci est dû simplement à la mauvaise gestion des ressources humaines au niveau central. Au niveau local, ce ne sont pas des exemples qui manquent, selon toujours Dr Diabel Dramé, le porte-parole du jour. Soutenir notre combat pour l'affectation au niveau de l'EPS 2. On a reçu 5 sages-femmes et ensuite on a affecté encore 3. C'est juste lié à une mauvaise gestion des ressources humaines. Le syndicat autonome des médecins du Sénégal exige une enquête approfondie ainsi que la responsabilité de leur ministre Abdoulaye Diouf Sarr. Mener une enquête approfondie avec une expertise avérée en la matière et également situer la responsabilité du ministre. Et de tenir à témoin les populations de Sédhiou sur l'urgence du combat. Nous tenons également à informer l'opinion publique que ce combat est le leur, car l'établissement de conditions de travail optimales est gage d'une qualité optimale des soins et services délivrés. Le mot d'ordre de grève est donc bien respecté à Sédhiou avec prise en charge des urgences, mais l'autre combat toujours actuel, c'est contre le coronavirus. Continuer à respecter les mesures barrières. Moussa Dramé, Sédhiou, Sud FM. Moussa Dramé à Saint-Louis, c'est l'inquiétude totale chez les populations qui n'arrivent pas à comprendre la baisse du nombre de cas de Covid-19 dans la région au moment où les mesures barrières ne sont pas du tout respectées. Beaucoup de personnes parlent de contradictoire et trouvent paradoxale cette situation qui, selon elles, mérite des éclairages de la part des scientifiques. Les détails avec Yves Tendin. Bien que le respect des mesures barrières est jusqu'ici banalisé par les populations qui ne les respectent plus d'ailleurs. Effectivement, le constat est là. On se rend compte que ici à Saint-Louis, les Saint-Louisiens ont baissé le masque complètement.
Ils ont également abandonné tous les gestes barrières. N'empêche que le nombre de cas de Covid-19 a considérablement baissé ici à Saint-Louis. En effet, la région a enregistré aucun nouveau cas cette dernière semaine. Une situation que trouve paradoxale Gambi Diagne, très surpris d'ailleurs, et qui n'est pas du tout rassuré. C'est vrai que c'est un peu paradoxal. Maintenant, surtout dans la rue, les gens se déplacent sans leur masque. Paradoxalement, il n'y a pas de nouvelles contaminations, particulièrement ici à Saint-Louis. Nous nous posons des questions, nous ne savons pas comment se comporte en fait réellement le coronavirus. Parce que jusqu'à présent, le coronavirus, on n'a pas toutes les informations sur le virus en tant que tel. Un sentiment que partage également Cheikh Diong, un autre citoyen saint-louisien. C'est contradictoire à mon sens, puisque aujourd'hui on se rend compte que le nombre de cas a drastiquement diminué à Saint-Louis. On n'en parle même plus d'ailleurs. Et je pense que ça, c'est un problème. Dieu merci que cette contradiction-là nous profite. D'où on invite à ce que des explications soient données au plus vite à cette situation qui suscite déjà des inquiétudes. Je pense que nos scientifiques, nos médecins, nos laborantins et autres doivent se pencher sur cette situation et trouver des explications à cela, à fournir à la population. Sinon, ils vont conforter ceux qui disent très souvent que cette pandémie-là n'est qu'une grosse arnaque. Même son de cloche chez Gambi Diagne, qui lui invite les populations au respect strict des mesures barrières afin de ne pas replonger dans une troisième vague de contamination. Je ne suis pas tout à fait rassuré. Moi, je préfère toujours agripper mon masque lorsque je sors. Saint-Louis, Yves Tendeng, Sud FM. Gestion de la distribution de l'eau à Mboro. Après la reprise de cette gestion des mains d'Aquatec, le mouvement Aquatec Dégage demande à l'État de diligenter les services compétents pour l'accompagnement sur place. Babacar Sow. Gestion de l'eau à Mboro, le mouvement Aquatec Dégage, après une rude bataille pour chasser Aquatec des lieux, décidé à payer la facture salée de 57 millions que doit à la Sénélec Aquatec. Une occasion pour le mouvement Aquatec Dégage à Mboro de demander à l'OFOR et à l'État sénégalais de diligenter les services compétents pour la bonne gestion de l'eau dans la localité des populations qui ont fait face à la presse. El Hadj Malick Gueye, coordonnateur du mouvement Aquatec Dégage à Mboro. Après la récupération de nos forages, toute la population de Mboro, à travers le mouvement Aquatec Dégage, a pris l'engagement de payer la dette de plus de 57 millions que nous a laissé la société Aquatec avec la Sénélec. Et nous avons épongé plus de la moitié de la dette, plus de 24 millions, sans le moindre soutien de notre maire et du sous-préfet. Ce que nous demandons au directeur de l'OFOR et au président de la République, c'est de nous mettre en collaboration avec les services de contrôle pour une meilleure gestion de l'eau à Mboro. Mboro, une ville où le mouvement Aquatec Dégage appelle à la paix, une adresse au chef de l'État Macky Sall de trancher selon Adja Aïda Fall Badiane Gox, la personne morale du mouvement Aquatec Dégage. Elle revient ici sur leur ferme détermination à chasser Aquatec de Mboro. 12 jours sans une goutte d'eau ici à Mboro. Nos enfants se sont levés et ont pris les forages en main. Actuellement, nous n'avons plus de problème de manque d'électricité avec la Sénélec. Nous payons moins cher l'eau et nous avons abondamment l'eau ici à Mboro. Nous demandons au président de revoir donc ce qu'on veut nous imposer, de revoir ça, de convoquer donc pour une causerie, pour pouvoir trouver une solution. On ne peut pas vivre sans eau. Jamais, plus jamais Aquatec ici à Mboro. Nous ne voulons plus d'Aquatec ici à Mboro. 57 millions à la Sénélec. Aquatec a fermé les forages et est parti depuis plus de 4 mois. Le maire, il n'a rien à nous dire. Tivaouane, Babacar Sow depuis Mboro pour Sud FM. Après la commune de Dieuppeul-Derklé et Pikine, le ministère de la Justice, à travers sa cellule genre, a organisé une journée de sensibilisation dédiée aux employés et aux travailleurs sur la loi 2025 du 10 janvier 2020 criminalisant le viol et la pédophilie. Cette loi, adoptée le 29 décembre par l'Assemblée nationale et promulguée le 10 janvier 2020, vise à durcir les sanctions et peines infligées aux violeurs et aux pédophiles. Ismaïla Marcel Colli. Cette journée de sensibilisation dédiée aux organisations patronales et aux centrales syndicales vise à mieux faire connaître la loi 2020-05 du 10 janvier 2020 criminalisant le viol et la pédophilie, nous dit la secrétaire générale du ministère de la Justice, Madame Aïssa Gassama. Entre le 10 janvier 2020, date d'entrée en vigueur de la loi, et le 31 mars 2021, 451 affaires liées au viol et à la pédophilie ont été dénombrées
célébrés dans 12 tribunaux de grande instance. La loi numéro 2020-05 du 10 janvier 2020 a pris en compte d'autres infractions à caractère sexuel, notamment le harcèlement sexuel, dont le milieu du travail demeure le lieu de prédilection. Les peines attachées à cette infraction sont sensiblement renforcées. À titre illustratif, l'article 319 bis Code pénal punit maintenant le harcèlement sexuel d'une peine de 2 à 5 ans contre une peine qui était de 3 mois à 3 ans précédemment. Il est donc important, en tant que membre du patronat et des centrales syndicales, de vous en imprégner afin de les porter à la connaissance des employeurs et des travailleurs. Cette sensibilisation sur la nouvelle loi 2020-05 du 10 janvier 2020 vient en son heure puisqu'elle permettra aux employeurs et aux employés de mieux la connaître. Soutien Elhadji Issa Gueye, assesseur au tribunal du travail. Le milieu du travail et son environnement est très sensible à cet acte de viol, d'harcèlement, entre autres. C'est pourquoi nous avons jugé nécessaire, en tant que représentants des travailleurs, que le secteur et son environnement soient sensibilisés par rapport à la nouvelle loi qui criminalise ce viol et ces actes de pédophilie. Pour rappel, ce projet de loi a été adopté le 29 décembre 2019 à l'Assemblée nationale, puis promulgué le 10 janvier 2020 avant d'être publié. Sud FM vous transporte partout au Sénégal et dans le monde. Sud International. À quelques jours de la fête de Korité en Guinée, l'engouement n'est pas de taille dans plusieurs marchés et autres ateliers de beauté. Vendeurs, clients et propriétaires de salons se plaignent de la cherté de la vie. Amadou Ribari. Dame Rukia est une vendeuse d'articles de beauté rencontrée à Madina, plus grand marché de la capitale Conakry. À quelques jours de la fête, elle déplore la rareté des clients. Moi, je vends les mèches, des perruques, je place les fausses, des ongles, je fais des tatouages aussi. Contrairement à l'année dernière, cette vendeuse n'est pas du tout rassurée, car les clients ne viennent pas et c'est difficile à supporter pour la mère de famille. Il y a beaucoup de différences parce que l'année dernière, vraiment, c'était bien. Mais j'espère que non, les clients vont venir un peu. Cette rareté des clients n'est pas visible que dans les marchés de Conakry. Dans les différents ateliers de coiffure et de couture, le constat est le même. Trouvé dans son atelier de coiffure situé à la haute banlieue de Conakry, Abdul Karim Diallo se plaint. Bon, la clientèle se passe un peu bien, compte tenu la charité de la ville. Plusieurs marchés de Conakry sont bondés du monde, sauf que les clients repartent à la maison insatisfaits à cause des prix. Mamadou Salou Keita, à la recherche d'un complet d'habits et une paire de chaussures, est surpris de constater que les prix ont triplé. Tu vois, cette année c'est cher, c'est habitude, on achète ça 130 000, 140 000, mais maintenant regarde, on te dit d'abord t'as 260 000, un paire de chaussures. Tu vois, c'est cher. Les vendeurs, eux, tentent de justifier cette hausse vertigineuse des prix sur le marché à cause de la maladie de Covid-19, mais aussi ils parlent de la dépréciation de la monnaie locale face à la devise. Comme les commerçants ne voyagent pas, nous aussi en arrivant à Conakry, les choses sont montées. Si c'est cher, nous aussi quand on vient, on ne peut pas revendre moins pour qu'on gagne un peu. Les jeans stock dernier c'est 100 000, hommes et femmes c'est le même prix. C'était à 85 000, 80 000, mais c'est varié. C'est donc dans ce contexte de galère marqué par la crise sanitaire que les fidèles musulmans de Guinée s'apprêtent à célébrer la fête de l'Aïd el-Fitr. Amadou Ribari, depuis Conakry, pour Sud FM. Nous quittons la Guinée pour le Mali après l'affaire dite de déstabilisation des institutions de transition. Le célèbre chroniqueur Mohamed Youssouf Bathily est de nouveau cité dans une affaire d'outrage à magistrat. Il est inculpé depuis vendredi dernier à la grande prison de Bamako à la suite d'une plainte des syndicats de magistrats. Les détails avec Sori Ibrahim Maïka. Le jeune chroniqueur Mohamed Youssouf Bathily, de nouveau emprisonné vendredi dernier à la maison centrale d'arrêt. Ce retour en prison intervient juste après sa libération le 19 avril dernier, après plus de 3 mois de détention à la faveur d'une décision de justice qui a mis un terme aux poursuites contre lui et ses co-détenus cités dans l'affaire de déstabilisation des institutions de la transition. Dans cette nouvelle affaire, le célèbre Razbach est accusé d'outrage à magistrat, comme indiqué dans la plainte des 2 syndicats de magistrats du pays. Je cite, dans le cadre de l'émission dite Les Grands Dossiers, puis dans d'autres sorties fracassantes sur les réseaux sociaux, Mohamed Youssouf Bathily s'en est pris vertement à des magistrats ainsi qu'à l'institution judiciaire de notre pays. Suite à ces faits, le syndicat autonome de la magistrature et le syndicat libre de la magistrature Sulma, veillant rigoureusement à la défense des intérêts matériels et moraux de leurs militants ainsi que de la corporation, portent plainte contre
Mohamed Youssouf Bathily d'Irasbat. Pour les faits ci-dessus, spécifiés et qualifiés, poursuivent-ils. On signale que le nommé Rasbat avait d'abord été interpellé par le commissariat du 5e arrondissement dans la nuit du jeudi dernier avant qu'un mandat de dépôt ne lui soit décerné pour la MCA, après des jets de gaz lacrymogène visant les partisans de l'homme venus le soutenir. Kassim Tapo, qui est l'un de ses avocats, justifie cette plainte des magistrats et appelle son client à désormais exercer son métier de journaliste dans le respect des limites tracées et sans injurier d'autres corporations comme la magistrature. Pour ces partisans du collectif CDR, leur guide est victime de ces propos véridiques qui dérangent certains. Sori Ibrahim Mega, depuis Bamako, pour Sud FM. Une stratégie nationale de prévention de la radicalisation et de la lutte contre l'extrémisme violent qui est au centre d'un atelier de validation à Ouagadougou a été élaborée après de larges consultations et de concertations avec les différents acteurs dans les 13 régions du Burkina Faso. Correspondance Mathieu Somda. Le Burkina est le deuxième pays du G5 Sahel à se doter d'une stratégie nationale de prévention de la radicalisation et de lutte contre l'extrémisme violent. Ce document oriente les prochaines interventions du Burkina selon le ministre burkinabé en charge de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale, Zéphirin Diabré. Son plan d'action permettra d'aller maintenant sur le terrain pour faire en sorte que des actions concrètes viennent donc traduire la volonté du gouvernement de lutter donc contre cette radicalisation à travers des projets et programmes qui vont toucher donc directement les populations. C'est dire s'il s'agit là aujourd'hui d'une étape cruciale puisque c'est celle donc qui va précéder le déploiement donc sur le terrain donc de cette stratégie. Il va de ce que nous ne pourrons pas gagner la guerre donc contre le terrorisme là si nous n'arrivons pas à transformer donc la mentalité de ceux qui, hélas, se sont laissés induire en erreur. Et c'est ce à quoi donc va servir cette stratégie-là. C'est une politique efficace de lutte contre la radicalisation et l'extrémisme violent, selon l'ambassadeur des États-Unis au Burkina, Sandra Clark. Cette stratégie a des objectifs très louables qui touchent en plusieurs domaines qui sont très importants pour la lutte contre la radicalisation et l'extrémisme violent. Et nous sommes contents que nous avons pu soutenir le processus dont nous souhaitons que la stratégie sera mise en œuvre. L'étude pour la réalisation de la stratégie nationale de prévention de la radicalisation et de lutte contre l'extrémisme violent, financée par l'Agence des États-Unis pour le développement international, a été lancée en juin 2018. Mathieu Somda depuis Ouagadougou pour Sud FM. Sud FM chez vous, à tout instant. Biotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous offre votre journal de la santé. Bonjour à tous et bienvenue. Le centre Talibou Dabo dispose désormais d'un centre socio-médico moderne pour la prise en charge des enfants vivant avec un handicap. Il y aura une collaboration avec l'hôpital d'enfants Albert Royer pour un échange d'expériences, selon le ministre de la Santé Abdoulaye Diouf Sarr, qui a effectué une visite de chantier. Ses propos sont recueillis par Odile Minkilan. Nous pouvons être fiers de voir un centre moderne parce que disposant de tout ce qu'il faut pour accompagner nos enfants vivant avec un handicap. Nous avons visité le centre médico-socio-éducatif spécialisé et nous avons vu que dans ce centre, il y a véritablement une possibilité de prendre en charge les enfants vivant avec un handicap sur l'ensemble des aspects, aussi bien au plan médical qu'au plan de l'assistance, au plan social et au plan éducatif. C'est véritablement une fierté. J'en ai profité pour voir l'état des lieux du service dentaire et à ce niveau-là aussi, je félicite les équipes pour les avancées significatives en termes de modernisation. Au plan médical et surtout au plan du laboratoire et de l'exploration, nous avons vu aussi que le centre est un centre véritablement mis à niveau. Et nous sommes en perspective d'ailleurs de collaborer avec l'hôpital Albert Royer pour qu'il y ait véritablement l'échange d'expériences et surtout l'échange de ressources humaines et de mutualisation des moyens. Cela me paraît essentiel. Ce que je peux dire en un mot, c'est qu'en tant que ministre de la Santé et de l'Action sociale, nous avons ici, au niveau de Talibou Dabo, mis en évidence la vision du chef de l'État qui, dans son plan social émergent, place le capital humain au centre. Et de ce point de vue-là, la prise en charge
des personnes vivant avec un handicap est une priorité, une sub-priorité même, j'allais dire, pour le chef de l'État. C'est pourquoi nous plaçons ce centre parmi nos cibles prioritaires en termes d'accompagnement. L'Organisation mondiale de la santé a accordé vendredi son homologation d'urgence au vaccin contre le coronavirus fabriqué par le groupe pharmaceutique chinois Sinopharm à Pékin. C'est la première fois que l'OMS donne son autorisation en urgence à un vaccin chinois, quelle que soit la maladie concernée. Cette validation accordée au laboratoire Sinopharm va permettre à ce produit d'être intégré dans le programme international de distribution des vaccins anti-Covid-19 à travers le monde. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Biotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous a offert votre journal de la santé. Josette Kali. À 22h passées de 37 minutes, c'est la fin de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Tout de suite, le rappel des grandes lignes. Actualisation de l'état civil pour une sécurisation des données. Plusieurs structures nationales dotées de matériel informatique pour rendre plus accessibles les pièces d'état civil, carte nationale d'identité et autres. Cet appui de l'Union européenne à hauteur de 18 milliards de francs CFA vise à mettre sur pied une entité biométrique unique. Éducation, manque colossal d'enseignants dans les régions de Dakar et de Thiès. Une situation anormale pour laquelle il faut des réponses d'art, mais surtout un management équitable et rationnel du personnel. L'inspectrice d'académie de Dakar, Khadijatou Diallo, que vous avez écouté dans ce journal au moment où les 3 académies de Dakar évaluent la revue régionale du paquet EF. Malgré des difficultés en 2020, des prouesses sont notées. Fête de l'Aïd el-Fitr sur un besoin de 10 millions de poulets, seuls 9 millions sont disponibles. Un manque de 10% qui a entraîné la hausse du prix du poulet sur le marché. Le ministre de l'élevage en visite à la Sédima entame des approches pour relancer le secteur avicole. L'actualité hors de nos frontières a bouclé ce 22h mise en onde par Pape Laïdjei. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite des programmes sur Sen Radio. Place à la rediffusion de votre émission Djanobi où Elhaj Maodo Faye a reçu Ndeye Amy Dioum du Parti des libéraux et démocrates.